À tous et à toutes, nous disons bienvenue dans cette vidéo intitulée Introduction à la recherche scientifique. Cette vidéo prend en compte les notions de base de la recherche scientifique. Cela permet à l'étudiant d'avoir une idée de ce que ça veut dire recherche scientifique et de se familiariser avec les notions de base. Les objectifs de cette présentation sont les suivants. D'abord, nous devons être familiers au concept de base de la recherche académique. Ensuite, il est nécessaire de repérer les principales étapes de la recherche scientifique. Et en troisième lieu, nous allons essayer de présenter brièvement les principales stratégies utilisées en recherche académique. D'abord, il est nécessaire de faire un petit rappel sur les notions de base de méthodologie sur la présentation d'un travail écrit. Il s'agit d'un ensemble de normes de base que l'étudiant de la première année doit maîtriser. D'abord, la mise en page. Il faut utiliser un format de papier particulier, c'est le 8,5 par 11. De plus, on doit se rappeler de ne pas numéroter la première page, c'est-à-dire la page de titre. L'interligne généralement admis, c'est 1.5, sauf si le professeur ou du moins l'institution recommande une autre interligne. La marge, que ce soit la marge de gauche, que ce soit la marge de droite, elle doit être assez suffisante pour permettre au correcteur d'ajouter des commentaires, des notes ou des suggestions. Il faut se rappeler aussi que le numéro de page doit s'afficher en haut à droite, c'est-à-dire au coin supérieur droit et non au centre de la page. Toutefois, si l'institution a une recommandation particulière, il vaut mieux obéir aux règles imposées par l'institution. On doit veiller à ce que les caractères utilisés dans un travail soient uniformes. Il faut utiliser un seul style de caractère. On doit aussi veiller à ce que les caractères dans le corps du texte aient la taille 12. En ce qui concerne l'alignement, il y a deux possibilités. Soit on aligne le texte à gauche seulement, soit on aligne le texte à gauche et à droite, c'est-à-dire l'alignement justifié. Autre chose, si vous utilisez des citations directes, c'est-à-dire vous reproduisez exactement les propos de l'auteur, il faut mettre la citation entre guillemets. Sauf s'il s'agit d'une citation assez longue, c'est-à-dire une citation de plus de 4 lignes. Pour cette citation-là, on doit mettre la citation en retrait par rapport au reste du texte avec une taille 10 et une interligne de 1. Notamment pour la bas de page, pour la note de bas de page aussi, si vous utilisez le style classique, la note de bas de page doit être de taille 10 et d'interligne 1. Normalement, si vous insérez la note de bas de page avec l'outil de logiciel de traitement de texte, que ce soit la taille ou l'interligne, cela va s'afficher automatiquement. Vous n'avez pas besoin de paramétrer la taille et l'interligne pour la note de bas de page insérée automatiquement. Si l'on ne veut pas dire note de bas de page, on dit aussi note infrapaginale. Il est à noter que pour la référence en note de bas de page, vous devez suivre cette consigne, c'est-à-dire vous devez suivre l'ordre suivant pour présenter les références d'un ouvrage en bas de page. Prénom de l'auteur, nom, virgule, titre en italique, virgule, et la page de la citation.
On doit se rappeler de numéroter les titres. Il faut utiliser le style classique. Je crois que dans une autre vidéo, nous en avons parlé. Dans une précédente vidéo, nous en avons parlé. On veille aussi à ajouter pas un seul sous-titre, mais au moins 2 sous-titres pour un titre. Comme je l'ai dit tantôt, les citations de plus de 3 ou de 4 lignes doivent être placées en retrait avec interligne simple. Là encore, cette norme revient pour la référence bibliographique cette fois-ci. Lorsque vous allez mentionner la référence dans la bibliographie, maintenant, il faut placer le nom de l'auteur avant, ensuite le prénom, et vous devez suivre l'ordre dans lequel apparaissent les éléments de la notice bibliographique. Il faut suivre scrupuleusement cet ordre parce que c'est une norme. Cela permet de repérer l'ouvrage avec facilité. Normalement, la norme de référence, c'est une norme internationale et l'étudiant avisé doit connaître cette norme et l'appliquer dans tous ses devoirs écrits. Cela permet d'être authentique, cela permet aussi d'être probe. C'est faire preuve de probité intellectuelle lorsque vous citez vos sources correctement. Autre chose sur la norme de la référence, là encore, ça revient pour chaque catégorie de documents que vous allez utiliser. Il y a une manière de donner la référence pour chaque type de document. S'il s'agit d'un document papier, il faut suivre cette norme. S'il s'agit d'un article de périodique, c'est-à-dire vous avez consulté un article de journal ou bien un article d'une revue, il faut suivre cette norme. Et si, comme font la plupart des étudiants, si vous consultez un site internet, vous avez trouvé un document, généralement PDF, sur un site internet, vous devez suivre cette norme pour donner la notice bibliographique. La plupart du temps, les étudiants prennent le malin plaisir d'ajouter seulement le lien internet. Mais le lien internet ne suffit pas, il faut donner plus de précision. Normalement, si vous regardez bien dans le document, vous allez trouver essentiellement les éléments qui doivent figurer dans la notice bibliographique. À défaut d'un élément, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas un élément pour le préciser dans la notice bibliographique, vous pouvez le laisser. Mais normalement, vous devez rechercher les éléments qui doivent apparaître dans la notice bibliographique. À cette phase, nous devons définir en quelque sorte ce qu'est la méthodologie. Parce que normalement, si vous êtes en matière de recherche, il est nécessaire, puisque tout le monde parle de méthodologie, il est nécessaire de savoir ce que ça veut dire. Normalement, les normes de méthodologie n'apparaissent pas d'un seul coup. Il a fallu beaucoup de temps pour codifier ces normes. À chaque fois que l'on mène des recherches, eh bien, par convention, on a fini par élaborer ces règles qui doivent guider le travail du chercheur. Et c'est ainsi que la méthodologie a pris naissance au fur et à mesure que les chercheurs, les inventeurs, les hommes de science, etc., mènent des investigations, ils utilisent des stratégies et ces stratégies qui ont une valeur, je dirais, universelle, eh bien, on les utilise pour constituer ce qu'on appelle les normes méthodologiques. Et il y a des institutions, en quelque sorte, qui sont placées pour élaborer ces normes pour les rendre universelles. Les institutions telles que ISO. Dans cette définition, nous voyons que la méthodologie, c'est un ensemble de méthodes qui sont appliquées dans les sciences. C'est un ensemble de règles
que doit respecter le chercheur pour mener son investigation. Normalement, il y a des particularités à des domaines scientifiques, il y a des particularités, c'est pourquoi la méthodologie est un domaine assez vaste. Mais en matière d'écrit, la plupart des normes méthodologiques sont les mêmes. La recherche scientifique. La recherche scientifique, ça occupe une place assez fondamentale pour l'avancement de la connaissance, que ce soit dans les sciences exactes, que ce soit dans les sciences humaines et sociales. Il est nécessaire de connaître les critères, les normes qui sont en vigueur dans la recherche scientifique. Normalement, il faut se poser la question, qu'est-ce que la recherche scientifique? Et pour répondre à cette question, il faut avoir en tête ce qu'on appelle un processus, tout un processus d'investigation. C'est-à-dire, ça n'a pas seulement une étape, mais c'est juste un cheminement. Mais ce cheminement ne se fait pas sans méthode, c'est un cheminement qui se fait de manière rationnelle et il y a des méthodes à mettre en œuvre pour aboutir à un résultat. C'est cela, en gros, la recherche scientifique. Normalement, puisqu'il s'agit d'un processus, un processus doit obéir à des règles assez rigoureuses et systématiques. Cela permet d'aboutir à des principes, des théories, des lois, des explications assez rationnelles pour avoir une compréhension approfondie d'un phénomène ou d'une réalité. Vous pouvez approfondir cette définition en consultant des ouvrages de référence. Le présent schéma illustre les principales fonctions de la recherche scientifique ou académique. Normalement, cela sert à décrire, expliquer, comprendre, contrôler ou encore prédire des phénomènes. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans les domaines scientifiques quand on conduit une recherche. C'est juste pour aboutir à une compréhension d'un phénomène ou bien de fait ou encore d'une conduite. L'étudiant doit mettre cela en tête à chaque fois qu'il lui est demandé de mener un travail de recherche ou encore de produire un travail de recherche. La rigueur, c'est un élément caractéristique de la démarche scientifique ou académique. Quand on parle de rigueur, on voit le respect des normes, on voit l'utilisation d'une démarche ou du moins d'une méthode et on voit aussi l'objectivité, c'est-à-dire on rejette les opinions, on rejette les idées préconçues. Maintenant, le chercheur va fonder son travail sur les observations et ces observations seront confrontées à des expériences. Et non seulement cela, on peut aussi fouiller dans des sources, on peut faire des recherches documentaires maintenant pour aboutir à des résultats plus approfondis, des résultats plus concrets. C'est-à-dire, on va au-delà de la simple observation. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est suivre les normes. Les étapes de travail de recherche selon l'ouvrage de Bernard Dionne, un ouvrage de méthodologie. La référence est donnée à la fin de cette vidéo. Selon cet ouvrage, nous voyons qu'il y a 5 étapes dans la recherche scientifique. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir lire les activités qui correspondent à chaque étape. La recension des écrits, c'est une sous-étape assez importante en matière académique. Elle consiste à partir à la quête des théories, des connaissances, des discours constitués qui existent déjà sur un sujet ou sur un phénomène. Le chercheur
avant même de mener des investigations sur le terrain, doit d'abord faire une sorte de recherche documentaire pour découvrir les théories qui existent déjà sur le sujet. Normalement, c'est un travail assez intéressant parce que c'est en faisant de la recension des écrits que le chercheur, l'étudiant-chercheur, va découvrir quel manque existe, c'est-à-dire ce que les théories ne parviennent pas à expliquer. Et à partir de ce manque, l'étudiant peut formuler son problème de recherche, c'est-à-dire l'investigation que va mener l'étudiant-chercheur a pour but de combler ce vide ou ce manque. Maintenant, la problématique. La problématique en matière de recherche, c'est le fait de présenter un problème. Et quand on présente un problème, on doit identifier les principaux aspects de ce problème. La problématique, c'est un texte, c'est un exposé qui décrit un phénomène, une situation, et cette situation interpelle le chercheur qui va poser une question à laquelle il sera amené à produire une investigation. Normalement, dans une problématique, on a pour démarche d'argumenter, c'est-à-dire il faut argumenter, il faut venir, il ne suffit pas de faire des affirmations, mais il faut illustrer ces affirmations par des exemples, des chiffres, des citations, des données tirées des observations. La question de recherche. La question de recherche, c'est une question centrale à laquelle le travail du chercheur va apporter une réponse. En général, après avoir décrit un problème, après avoir décrit une situation qui constitue un problème, le chercheur doit formuler une question fondamentale. Et cette question fondamentale, c'est elle qui va susciter une investigation. C'est cela qu'on appelle question de recherche. Normalement, cette question doit être assez réaliste et pratique. Il ne suffit pas d'une question pour laquelle on peut automatiquement trouver la réponse. Cette question doit nous amener à réfléchir de manière profonde et que pour y répondre, on doit nécessairement mener une investigation. Voici un exemple de question de recherche. L'hypothèse. L'hypothèse fait suite à la question de recherche. Quand on parle d'hypothèse, c'est une affirmation. En général, l'hypothèse consiste à répondre à la question de recherche. Mais avant même de formuler une hypothèse, il est nécessaire de réfléchir et surtout faire une recherche documentaire. Cela permet de fonder une hypothèse non sur ses observations, non sur ses idées préconçues, mais sur une sorte de recension des idées. Voici un exemple d'hypothèse qui est relative à la question précédente, à la question de recherche précédente. Maintenant, les méthodes utilisées pour mener des investigations. Selon l'ouvrage de Bernardion, voici, il y a plusieurs méthodes. Ici, cette liste n'est pas exhaustive. Elle contient généralement les méthodes utilisées.
la méthode historique, la méthode d'analyse de contenu, l'entrevue, ou encore la méthode d'enquête, l'analyse de données chiffrées, c'est-à-dire la méthode statistique ou encore les méthodes statistiques, et l'observation. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en mode pause pour explorer ce tableau et vous pouvez consulter des documents de référence pour approfondir cette notion, à savoir les méthodes de recherche. Et voilà cette vidéo qui prend fin. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour améliorer la chaîne. On se dit au revoir.